Merci beaucoup. Merci à tous. Chers amis, je vais le faire dans plusieurs langues. Dear friends, liebe Freunde, queridos amigos, agapiti fidi kifides. Pas faire toutes les langues, mais quelques-unes. Les débats de cette journée ont été effectivement passionnants, éclairants, et je dirais même nécessaires parfois. Tout d'abord, merci aux modérateurs et aux intervenants. Merci à ceux d'entre vous qui ont fait le voyage depuis Copenhague, depuis Berlin, Madrid, Bruxelles, Varsovie, Athènes. Merci également aux équipes de la commission, notamment de la DG Connect, qui se sont associées à cette journée depuis Bruxelles. Merci aussi à ceux qui nous ont suivis en ligne, qui ont suivi toute cette journée de conférence en ligne. Merci aux équipes de la DGMIC, cher Jean-Baptiste, et aux équipes du CNC, sans qui rien n'aurait été possible. Alors la ministre ce matin a bien fixé les lignes que la France souhaite porter dans le cadre de cette présidence de l'Union européenne. Et d'ailleurs, les présidences précédentes du Portugal et de la Slovénie avaient déjà lancé une réflexion sur certains de ces sujets, et nous souhaitons, de ce point de vue, persévérer, voire accentuer encore les deux axes, qui sont deux axes de travail forts pour renforcer notre filière audiovisuelle au sens large, européenne. Ce que je voulais préciser d'ailleurs, c'est que ce sont des axes sur lesquels on travaille, sur lesquels nous avons travaillé avec aussi les représentants des différents métiers du secteur, un peu co-construit ensemble, parce que c'est notre méthode, ici au CNC notamment. Et ces deux axes, c'est la protection des actifs culturels stratégiques européens, ce dont on a surtout parlé ce matin, et 2, la redéfinition, en tout cas si on peut en faire une, de l'œuvre européenne. Alors, premier axe, la protection des actifs culturels stratégiques. Sur ce sujet, nous souhaitons pouvoir proposer à la Commission, dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, de d'abord définir ce que sont les actifs culturels stratégiques et donc en fait leur périmètre, les œuvres, les catalogues, les sociétés de production, les entreprises de jeux vidéo, les studios de tournage, les salles de cinéma. Et la deuxième chose aussi, c'est de mener une réflexion sur la mise en place d'une réglementation potentielle européenne relative à la sauvegarde de ces actifs culturels. Mais au-delà de cette protection par la régulation et la réglementation, et ça a été soulevé pas mal aujourd'hui tout au long de ces débats, notamment par Odile Limpac, mais aussi Laurence Farren et Marc Dupont-Avis, c'est qu'il faut surtout aujourd'hui être davantage offensif et pas seulement défensif. Jouer vraiment en attaque et non seulement en défense. De manière générale sur ces sujets, renforcer vraiment la filière dans sa structuration économique, dans sa structuration industrielle, ce qui est d'ailleurs cher à la Commission européenne, comme nous l'a rappelé ce matin Thierry Breton. Alors comment y parvenir ? Première chose, soutenir évidemment l'innovation dans la filière, par exemple et notamment dans les salles, qui doivent et devraient investir dans le développement digital, mais aussi écologique, et qui sont parfois moins armés que les autres pour le faire. C'est ce qu'a très bien rappelé Christian Breuer, le président de la Confédération internationale des cinémas d'art et d'essai européens tout à l'heure, le CICAE. Deuxième chose, c'est développer toutes les opportunités de financement privé, et notamment et en priorité, par des acteurs européens du financement, ce qui n'est pas forcément simple. Et là, les initiatives de fonds de garantie, les initiatives aussi de BPI France, mais évidemment beaucoup d'autres. Troisième point, c'est améliorer la diffusion des œuvres européennes et l'éducation artistique. Là, beaucoup d'entre vous aussi l'ont souligné, notamment Sidonie Dumas, Nikos Yatromanolakis ou encore Agnieszka Holland tout à l'heure. Quatrième point, c'est accompagner les jeunes talents dans leur professionnalisation et leurs projets entrepreneuriaux, mais évidemment aussi dans leurs projets créatifs. Et enfin, cinquième point, vous l'avez souligné tous à plusieurs reprises dans cette journée, la nécessité de renforcer la transparence dans cette filière. Bon, ça, c'était pour balayer rapidement un petit peu ce qu'on a dit sur ce premier axe de protection des actifs culturels stratégiques. Le deuxième axe que la ministre a rappelé ce matin, c'est repenser peut-être la définition de l'œuvre européenne. C'est revoir la définition de ce qu'est
une œuvre européenne, celle qui est aujourd'hui écrite établie par la directive SMA, alors peut-être qu'on en fera encore une autre, hein, même si on vient juste de la transposer, et de revoir ça à l'aune et à l'heure du Brexit. Parce qu'en fait, cette définition ne contient rien, ne prévoit aujourd'hui aucun critère d'indépendance, alors que c'est vraiment au fondement même de notre système et de notre création. Et aujourd'hui, la question qu'on doit se poser ensemble, tous ensemble, c'est de savoir si on doit continuer ou non de qualifier d'œuvre européenne une œuvre qui serait financée et détenue par une entreprise extra-européenne et donc maintenant par une entreprise, par exemple, britannique. Alors concrètement, par quoi passerait un changement de réglementation en la matière ? La première chose, avant tout, c'est d'objectiver et d'avoir un état des lieux précis du marché des œuvres européennes dans l'Union, et notamment, et pas seulement pour se poser la question des œuvres majoritairement originaires du Royaume-Uni, mais aussi une étude d'impact de ce que ça aurait sur nos acteurs européens. Et c'est ce qu'est en train de faire aujourd'hui la Commission, et d'ailleurs, je voudrais pouvoir dire également qu'on se rend disponible, nous, CNCDGMIC, pour apporter toute aide nécessaire à ces études. Deuxième point, posons-nous ensuite la question de l'inscription de l'indépendance comme un critère incontournable dans la définition de l'œuvre européenne. Alors de quelle indépendance s'agit-il ? En fait, de la détention des droits de propriété intellectuelle par les producteurs européens, fameuse IP. Car protéger les droits, c'est à la fois protéger évidemment notre patrimoine, mais c'est aussi donner la capacité des entreprises, en leur permettant de se créer un actif, des entreprises à réinvestir dans la création, ce que disait très bien tout à l'heure aussi Marc Dupont-Avis, et du coup garder notre souveraineté créative et ne pas devenir des prestataires de services au service des plateformes. Ça veut dire que ce serait une nouvelle définition de l'indépendance à l'égard des pays extra-européens, et non plus seulement à l'égard des diffuseurs. Et cela pourrait encourager d'ailleurs davantage des coproductions entre acteurs européens et extra-européens. Évidemment des coproductions avec nos amis américains, avec nos amis britanniques et avec l'ensemble de tous les États extra-européens avec lesquels on pourrait coproduire et continuer à produire des œuvres qui font la fierté du cinéma européen indépendant. Voilà pour ces deux axes, mais je voulais aussi rappeler les quelques éléments, les autres initiatives intéressantes sur lesquelles nous travaillons et que vous avez aussi soulevées pendant ces débats. La première chose, c'est investir dans les talents, être plus compétitif, créer des contenus attrayants et forts. La deuxième chose, c'est évidemment renforcer la circulation des œuvres dans toute l'Europe, la traduction dans toutes les langues, qu'a évoqué Bruno Patino notamment tout à l'heure, et la création en commun, par coproduction, par co-création, autour de ce qu'on peut appeler l'imaginaire européen. Troisième chose, achever la transposition de la directive SMA de 2018 en renforçant les obligations de contribution financière dans tous les pays, mais également en garantissant la mise en avant des œuvres des producteurs européens. Pour cela, comme l'ont dit Karim Imbourki et Roch-Olivier Mestre, le travail de l'ERGA est déjà fondamental et on peut réfléchir peut-être à aller encore plus loin, par exemple en augmentant les quotas de diffusion ou en les repensant, ou alors pour leur appliquer le principe du pays de destination, comme on l'a fait avec la directive SMA précédente pour les obligations. Et pour bien contrôler cette régulation, il faut continuer ce travail de régulateur, évidemment, pour un échange d'informations, le travail que font tous les régulateurs au niveau européen, pour un échange d'informations entre tous les États membres, et qui peut s'appuyer sur notamment les EFAD. Quatrième point, c'est être responsable sur l'aspect environnemental. Le temps de l'action maintenant est engagé. Le CNC en France, vous l'avez vu tout à l'heure, on vous a fait une petite présentation en lien d'ailleurs avec tous ces homologues européens. Mais désormais, plusieurs éléments en place pour décarboner le secteur. Et là, pour le coup, nous sommes à votre disposition. Et puis surtout, il est intéressant d'échanger entre nous sur le travail effectué ou à effectuer sur les best practices des uns et des autres sur le sujet.
Et cinquième chose, enfin, comme l'ont évoqué Gianluca Farinelli, Sidonie Dumas ou encore Julien Marcel, il faut aussi toujours renforcer notre cinéphilie. Cinéphilie au sens large, notamment auprès des jeunes. La restauration des heures, leur diffusion, en salle comme en plateforme. Et le nouveau décret en France va l'encourager, parce que c'est comme ça que le jeune public pourra adhérer aux œuvres européennes. Comme je le dis souvent, quand on lit pas jeune, on lit pas adulte. Quand on lit que des BD jeunes, on lit que des BD adultes. Si on voit pas de film jeune, pas de film européen, on n'en regarde pas adulte. Donc vraiment, il faut encourager, travailler toute cette éducation à l'image et la cinéphilie. C'est comme ça que toute cette génération à la fois de consommateurs sera aussi une génération de créateurs. D'ailleurs, il faut voir le succès des projections, là par exemple en 70 mm, du film Licorice Pizza à Paris. La cinéphilie, c'est pas le passé, c'est plutôt notre avenir européen, c'est notre culture, c'est même notre passion européenne de la culture et de la création. Voilà, je voulais encore une fois vous remercier pour tous, pour la qualité des échanges et saluer cette grande volonté qu'on a pu voir aujourd'hui de construire ensemble, de lancer toutes ces nouvelles initiatives dans la réglementation comme dans l'avancement d'un certain nombre d'idées, mais aussi bien au-delà. Merci encore. Merci Dominique Boutonnat, président du CNC. Merci aux équipes du CNC de nous avoir accueillis dans leurs locaux parisiens pour cette journée dédiée à l'indépendance au service de la création. Merci à celles et ceux qui nous ont suivis toute la journée sur place et à distance. Si vous en demandez encore ou si vous avez raté certains échanges, l'intégralité de cette journée sera très bientôt disponible sur le site du CNC. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de journée.